Ce que nous voyons ici, c'est une guerre d'influence entre grandes puissances. Ce qui s'est passé, c'est que l'Arménie a cédé ce corridor, permettant ainsi à la Turquie et à l'Azerbaïdjan de se rejoindre. Je suis convaincu que dans le futur, ils pourront progressivement prendre le contrôle du reste de l'Arménie, car l'Azerbaïdjan affirme « Vous êtes l'Azerbaïdjan occidental, donc vous n'avez pas vraiment votre place ici de toute façon. » C'est donc une victoire majeure pour l'Azerbaïdjan, la Turquie, Israël et les États-Unis. Et c'est un coup dur pour l'Iran et la Russie. Bonjour à tous. Ici Pascal des études sur la neutralité et aujourd'hui je m'entretiens avec Arthur Kachikian, politologue et spécialiste des relations internationales, ainsi qu'avec Pietro Shakarian, maître de conférences en histoire à l'université américaine d'Erevan. Ils sont tous deux arméniens et possèdent une longue expérience dans l'étude de leur pays, des États-Unis et de la politique mondiale. Nous allons donc discuter aujourd'hui de la situation actuelle en Arménie. Pietro, Arthur, bienvenue. Pascal, c'est un plaisir d'être à nouveau dans l'émission. Merci, et c'est un plaisir d'être avec Arthur comme toujours. Je vous ai déjà reçus tous les deux séparément sur ma chaîne, et je tenais vraiment à avoir votre point de vue, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en Arménie récemment, n'est-ce pas? Et Arthur, tu as été directement touché par les méthodes très autocratiques et totalitaires du gouvernement arménien ces derniers temps. Peux-tu nous expliquer ce qui t'est arrivé ces dernières semaines? Eh bien, je vais vous donner quelques points clés, puis passer la parole à Pietro. Si vous souhaitez poser plus de questions, nous pourrons approfondir. En gros, l'Arménie traverse actuellement une période de répression et de terreur de style stalinien. Il y a des détentions et des arrestations arbitraires, ainsi que des menaces ouvertes de la part du soi-disant dirigeant démocratiquement élu d'une révolution démocratique, soutenue, soit dit en passant, par l'Occident. Il a récemment déclaré « Le gouvernement, c'est moi ». Il a dit « J'anéantirai l'opposition ». Il a vraiment dit cela, je leur couperai la langue. L'Occident regarde simplement, sans rien faire, et le soutient d'ailleurs. Macron a déclaré que cela se faisait au nom de la démocratie. C'est ça, une quête de la démocratie. Il fait cela pour renforcer la démocratie. C'est vraiment écœurant. Donc, en gros, nous avons maintenant des arrestations de masse et des prisonniers politiques. 2 de nos archevêques ont été arrêtés pour avoir dit certaines choses il y a des années, des propos complètement sortis de leur contexte et manipulés. Un homme d'affaires a été arrêté. Tout ce qu'il a dit, c'est « Nous soutiendrons notre Église à notre manière ». Et ils ont interprété cela comme un appel à la violence et l'ont arrêté. Les tribunaux sont devenus une farce. Il n'y a pratiquement plus de justice. Il n'y a que la volonté de ce dirigeant, de cette bande, qui a récemment déclaré « Il n'y a pas de juge en Arménie qui osera me désobéir ». En gros, toute personne qui essaie de s'exprimer est réduite au silence, arrêtée ou intimidée, including votre humble serviteur. J'ai été violemment attaqué par les journalistes pro-gouvernementaux. Un jour, ils ont simplement orchestré une attaque massive. C'était comme Pearl Harbor. Ensuite, ils ont fermé ma page Facebook et menacé d'engager des poursuites pénales contre moi. Et tout cela est fait par les soi-disant médias libres, financés par l'Occident démocratique, soi-disant. Des dizaines de millions de dollars affluaient en Arménie précisément à cette fin. Des centaines de journalistes ont été formés pour soutenir la démocratie et les droits de l'homme. Et voilà ce qu'ils font aujourd'hui, participer à une campagne de répression à la Staline. Voilà pour ma part, et je passe la parole à mon estimé collègue. Je pense qu'Arthur a totalement raison.
Ce que nous voyons aujourd'hui est en réalité une résurgence du type de répression politique de masse que nous avons connu dans les années 1930 en Arménie, lorsque Lavrenti Beria, qui était le dirigeant de la Géorgie soviétique, a placé ses proches Amatouni Amatouni et Hachik Moktoussi en Arménie pour lancer ces terribles répressions contre des personnes comme le poète Yegiche Charan, Axel Bakuntz et d'autres. Et c'est exactement ce que nous voyons, une résurgence de cela et un comportement fondamentalement antidémocratique de la part de ce gouvernement. Et je veux dire, cela n'a rien d'étonnant, car ce gouvernement a effectivement trahi la démocratie. Je veux dire, si l'on remonte à toute l'histoire du mouvement du Karabakh, le mouvement de l'Artsakh à la fin des années 1980, l'épicentre de ce mouvement était l'autodétermination et les droits démocratiques des Arméniens d'Artsakh. En reconnaissant, et ce Premier ministre en reconnaissant, le Haut-Karabakh, l'Artsakh comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, il a trahi les droits démocratiques de ce peuple. Il a trahi le cœur démocratique du mouvement du Karabakh. Ce que nous voyons aujourd'hui en est donc une suite naturelle. C'est simplement une sorte de prolongement naturel de cette évolution vers un comportement antidémocratique. Et vous savez, je veux dire, il n'y a pas que cela, il y a eu cette attaque massive contre Arthur, mais en plus, même Pachinian, l'un de ses députés au Parlement, a publiquement dénoncé Arthur, ainsi qu'un autre éminent chercheur, Armin Grégorian. Et je veux dire, c'est tout simplement terrible ce que nous voyons en ce moment. Et c'est, tu sais, Pascal, ce qui est incroyable là-dedans, c'est que tout cela est soutenu par la soi-disant UAE démocratique, qui, comme nous le savons, n'est pas du tout démocratique. Et c'est un peu un retour à la case départ. Je veux dire, son comportement est soviétique, et pas nécessairement, enfin, pas dans le sens, parce que, encore une fois, avec l'Union soviétique, il y avait des aspects positifs et négatifs, mais dans le sens soviétique et négatif. Je veux dire, quand on a la fille d'un apparatchik soviétique qui dicte la politique étrangère de Louis Weber, cela dit tout. Donc, nous nous dirigeons vers une réalité plutôt sombre pour l'Arménie et pour la région. Permettez-moi d'intervenir ici, car nos auditeurs doivent savoir. Je veux dire, Arthur, vous n'êtes pas en première ligne en tant qu'homme politique, mais vous êtes un chercheur en relations internationales, influent et bien connu, et quelqu'un qui est impliqué dans les relations internationales arméniennes depuis des années, n'est-ce pas? Et puis, vous étiez en fait à l'étranger lorsque cette répression a eu lieu et que ces prêtres de l'Église ont été arrêtés. La raison pour laquelle ils ont été arrêtés, c'est que l'Église revêt une importance politique en Arménie, car c'est une institution tellement importante. Et dès le lendemain, ou 2 jours plus tard, Kaja Kallas était justement à Erevan, louant les valeurs démocratiques d'Erevan, et le fait que l'Arménie fasse partie de l'Occident et de l'Europe libérale. Pouvez-vous dire un mot sur ces absurdités, ne serait-ce qu'une seconde, pour les personnes qui ont encore assez de bon sens pour réfléchir à tout cela? L'Occident a perdu toute crédibilité. L'Occident a perdu toute crédibilité. Et la notion de démocratie a perdu toute crédibilité, parce que l'on peut voir à quel point il est facile de détourner un pays, surtout un pays aussi pauvre, petit et peu significatif sur la scène internationale que l'Arménie. Il est très facile de le détourner en y injectant des centaines de millions de dollars, en finançant, puis en prenant le contrôle des médias locaux, en formant des journalistes locaux, des centaines et des centaines d'entre eux. On transforme littéralement ce pays en colonie. C'est une annexion informationnelle. Vous annexez le pays sur le plan informationnel. Donc en gros, vous commencez à gérer ce pays. Vous l'avez à portée de main parce que vous utilisez votre argent, votre richesse, pour prendre complètement le contrôle des médias et de l'opinion publique, et vous pouvez facilement la manipuler. Donc pour moi, c'est essentiellement la fin de la démocratie. Je veux dire, je le vois. Vous savez, nous en avons déjà parlé.
J'ai longtemps cru aux idées libérales et j'ai été un grand partisan de la démocratie occidentale. Mais maintenant, tout cela s'est effondré devant mes yeux. C'est tellement honteux qu'un représentant de l'Europe vienne en Arménie et dise que cela se fait dans le but de promouvoir des réformes démocratiques. Des répressions massives. Et c'est tellement honteux pour le soi-disant président français. La France est un pays que j'aime. Elle mérite un meilleur président. Dire que cela est fait, encore une fois, pour renforcer la démocratie en Arménie, alors que des gens se font tabasser, des bombes leur sont lancées, des manifestants pacifiques, des jeunes sont étranglés pour avoir porté le drapeau de leur propre pays. Une femme a été arrêtée, Pietro me corrigera. Une femme a été arrêtée avec un bébé de 8 mois et ils l'ont traînée en prison. Et puis, Kalis arrive et nous fait la leçon sur la démocratie. Vous savez, je pensais qu'il y avait un lien. Allez-y. Je voudrais aussi intervenir, Arthur. Je veux dire, il y a eu aussi cette affaire célèbre ici en Arménie, et Arthur pourra en parler, où nous avions cette jeune femme, Manasseh Kanyan, qui était enceinte en fait, et qui a été percutée par le cortège de Pachinian. Vous savez, ils ne se sont même pas arrêtés. Même pas arrêtés. Personne ne s'est arrêté. Aux États-Unis, ils seraient poursuivis en justice. Et en Europe, ils seraient devant les tribunaux pour ne pas avoir aidé une personne mourante qui avait besoin de leur aide. Et ici, vous avez tous ces soi-disant médias libres, Radio Free Europe, la télévision d'État, la soi-disant société civile, des centaines d'ONG. Et tous restent silencieux. Ils sont tous complètement silencieux. C'est la fin de la démocratie, c'est la fin de l'Occident. Ils se sont complètement discrédités. Et je suis tellement heureux qu'enfin un autre centre de pouvoir se forme à Shanghai pour contrebalancer cette indécente, cette indicible orgie de mensonges, d'hypocrisie et d'agression. Et j'en ai vraiment assez de tout cela. Eh bien, je pense que c'est aussi, je veux dire, on parle du développement d'un autre centre de pouvoir. On parle de Pékin, on parle de la Chine, mais ce n'est pas seulement cela. En réalité, ce dont nous parlons, c'est véritablement d'un ordre mondial multilatéral et multipolaire. Donc il ne s'agit même pas nécessairement d'un seul centre en particulier. Il y a aussi Moscou, il y a Téhéran, et c'est en fait cela la véritable démocratie. C'est la vraie démocratie si l'on parle de politique internationale. La véritable démocratie, c'est entendre de multiples voix provenant de tous ces États. Il ne s'agit pas du diktat de Kaja Kallas ou du diktat de Liu Kean. Cela devrait concerner les décisions souveraines de tous ces différents pays. C'est le fondement même de la démocratie. Et je pense que malheureusement, ce que nous avons réellement, c'est une politique de puissance brute. Et c'est ce que nous voyons actuellement. L'UE agit comme un appendice des États-Unis. On peut peut-être parler d'intérêt impérialiste dans le Caucase, afin de créer ce corridor central pour accéder aux richesses énergétiques de l'Asie centrale, et ainsi de suite. Donc cela n'a rien à voir avec la démocratie. Il s'agit de contrer la Russie, de contrer la Chine, de contrer l'Iran. Cela n'a absolument rien à voir avec la démocratie. Si c'était le cas, je serais vraiment impressionné. Et la démocratie en tant qu'idée, à mon avis, ne mourra pas. Mais l'utilisation de la démocratie pour faire avancer des agendas impérialistes est quelque chose que je pense les gens commencent à percevoir. Ils commencent à voir à travers le masque de la situation. Le masque est tombé. Ils déguisent tout sous les termes de démocratie, de droits de l'homme et de libéralisme. Je veux dire, même avec les États-Unis, quand ils parlent de droits de l'homme, de démocratie, de libéralisme et de liberté, eh bien, ils cautionnent un génocide à Gaza. Alors où sont les droits humains et les valeurs humaines du peuple palestinien? Je veux dire, c'est tout à fait vrai, donc oui. Actuellement, ce que nous voyons, je veux dire, la situation va empirer bien avant de s'améliorer.
parce qu'en ce moment, nous dit simplement, voilà ce qui arrive à ceux qui ne jouent pas le jeu. Nous allons agir ainsi. Et ils ont fait ce genre de choses à maintes reprises. Je veux dire, les élections en Roumanie. Ils continuent de faire cela. Ils sanctionnent désormais des citoyens de Lubelbauer sous prétexte de sanctionner la Russie. Et en Arménie, c'est maintenant un exemple très étrange. Je veux dire, Gaza est déjà un exemple. Si les dirigeants européens et américains n'aiment pas une situation, alors même un génocide peut être excusé et justifié. Et vous vous retrouvez du mauvais côté de l'histoire si vous ne soutenez pas le génocide. En Arménie, ce qui est étrange aujourd'hui, c'est que nous avons un dirigeant autoritaire qui réprime de manière stalinienne. D'habitude, ces personnes adoptent une politique étrangère très belliqueuse et mobilisent l'armée pour obtenir ce qu'elles veulent. Mais Pachinian fait le contraire. Il mène cette répression dictatoriale afin de brader la patrie arménienne. Le Haut-Karabakh en étant un exemple, le corridor de Syunik en étant un autre. Nous entendons l'Azerbaïdjan dire « Regardez, l'Arménie n'est pas un vrai pays. L'Arménie est en réalité l'Azerbaïdjan occidental. » Arthur, pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Eh bien, c'est précisément pour cela qu'ils m'ont attaqué, parce que c'est ce que j'ai dit après qu'ils soient allés à Washington et cédé à toutes les exigences de l'autre camp. J'ai dit que c'était très dangereux. Nous commençons maintenant notre descente vers la désintégration. Nous ne serons plus un État viable. Nous serons entourés. Nous n'aurons plus accès à nos alliés. Et après que j'ai dit cela, cette attaque a eu lieu. Oui, tu as raison. C'est un peu étrange qu'il soit un tel dictateur envers son propre peuple, envers le public arménien, mais qu'en dehors de l'Arménie, il cède à toutes les exigences. Mais je pense que d'une certaine manière, cela a sa propre logique. Ce que nous voyons ici, c'est une guerre de sphères d'influence entre grandes puissances. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Arménie a concédé ce corridor afin que la Turquie et l'Azerbaïdjan puissent désormais se rejoindre. Je suis convaincu que dans le futur, ils pourront progressivement prendre le contrôle du reste de l'Arménie, car l'Azerbaïdjan affirme « Vous êtes l'Azerbaïdjan occidental, donc vous n'avez de toute façon pas vraiment votre place ici. » C'est donc une victoire majeure pour l'Azerbaïdjan, la Turquie, Israël et les États-Unis. Et c'est un revers majeur pour l'Iran et la Russie. Pour l'Iran, cela signifie une présence potentielle des États-Unis à sa frontière nord, être coupé de l'Arménie et de la Russie, et une présence israélienne considérablement accrue à sa frontière nord et en Azerbaïdjan. Pour la Turquie et l'Azerbaïdjan, cela signifie que le Caucase du Sud leur appartient désormais en quelque sorte. C'est leur sphère d'influence. La Russie est en train d'être évincée de la région. La Russie et l'Iran risquent potentiellement d'être séparés l'un de l'autre et contournés. Comme Pietro l'a mentionné, tout le pétrole, le gaz et les communications vont passer par l'Azerbaïdjan et la Turquie, contournant ainsi la Russie et l'Iran. Cela signifie aussi le potentiel, vous savez, le potentiel futur d'une expansion de l'OTAN vers la mer Caspienne, car l'Azerbaïdjan va très bientôt rejoindre l'OTAN si cette tendance actuelle se poursuit. Alors la Russie aura l'OTAN le long de sa frontière sud sur la mer Caspienne et reliée à l'Asie centrale. Cela expose donc, comme on dit, le ventre mou de la Russie. Et il y aura de nombreuses occasions de pousser la Russie dans un autre conflit, comme la Tchétchénie, un autre Daghestan, en gros, de la provoquer dans tous ces petits conflits régionaux, ce que l'Occident a tendance à faire. Et il y aura un risque d'une nouvelle attaque contre l'Iran. Mais je pense qu'il cède à toutes ces exigences. Cela est dicté par l'Occident dans le but d'évincer la Russie de la région. C'est pour cette raison qu'il a concédé le Haut-Karabakh. J'étais en faveur d'une sorte de solution de compromis permettant au moins aux Arméniens de vivre sur leurs terres. Mais il l'a abandonné. Il est allé à Prague et sous la pression de Macron, honteusement,
honteusement, sous la pression de Macron et de Charles Michel, il a simplement signé. Il a dit, vous savez quoi, laissez tomber. Il n'a même pas exigé de garantie de sécurité pour les Arméniens. Cela a été fait sous la pression occidentale. L'Arménie est sacrifiée comme un petit pays insignifiant, englouti par ses voisins, et l'Occident l'a voulu parce qu'il voulait chasser la Russie du Caucase. C'est indescriptible. Oui. Eh bien, je voudrais aussi ajouter quelque chose à ce sujet. Quand on parle de ces problèmes avec la Tchétchénie et le Daghestan que la Russie a connus par le passé, eh bien, si l'Azerbaïdjan rejoint l'OTAN, imaginez les possibilités. Car le Daghestan partage une frontière directe avec l'Azerbaïdjan. Il y a donc un immense potentiel de déstabilisation, et la Russie pourrait, on peut le dire, se retrouver encerclée. De plus, comme Arthur l'a mentionné à propos de l'Iran, la position de l'Iran est bien plus vulnérable dans ce nouveau contexte. Cela dit, je ne pense pas que la Russie et l'Iran soient complètement hors jeu. Ils ont encore des cartes à jouer. Donc ce qu'on appelle le grand jeu n'est pas encore terminé. La Russie et l'Iran défendront leurs intérêts. Mais vous savez, Pachinian pose un problème stratégique très important. Je veux dire, c'est lui qui crée en quelque sorte un dilemme de sécurité pour la Russie et l'Iran dans la région en fait. Je veux dire en ouvrant la région à la Turquie, à l'Azerbaïdjan, à l'OTAN, à Israël et aux États-Unis. C'est pas un scénario qui va très bien se terminer. Comme vous le savez, Pascal, il y a eu récemment ce genre de projet de corridor, cette déclaration, on peut dire, pour la paix, qui a été conclue entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, entre Pachinian et Aliyev, à la Maison-Blanche avec le président Trump, le soi-disant corridor Trump. Alors maintenant, le corridor de Zangezur est rebaptisé le corridor Trump, n'est-ce pas? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils l'ont dit ouvertement, le département d'État l'a dit ouvertement, c'est dirigé contre la Russie et l'Iran. Il y a ici en Arménie quelques naïfs qui croient que, vous savez, si les Américains sont là avec un bail de 99 ans, alors l'Azerbaïdjan n'osera pas nous attaquer. Eh bien, c'est insensé, car regardez la logique. Regardez l'Azerbaïdjan, comme je l'ai dit. Regardez où se situent leurs intérêts à Washington, avec le lobby israélien, le complexe militaro-industriel, le lobby de l'énergie. Je veux dire, regardez Exxon et Bakou qui s'associent. Et aussi, en plus, cela ne tient même pas compte des relations de longue date entre BP et l'Azerbaïdjan. Donc je veux dire toute cette idée, mais heureusement, il y a beaucoup de personnes lucides en Arménie qui voient clair dans tout cela. J'ai justement parlé l'autre jour avec un monsieur de Goris, qui est une ville du sud de l'Arménie, dans la région du Syunik, également connue sous le nom de Zangezur, où il disait en gros que le Sud est contre Pachinian. Donc, nous verrons bien. Je veux dire, les Arméniens sont contre Pachinian. On voit que la cote de Pachinian est très basse. Elle est à un niveau historiquement bas. Mais vont-ils se mobiliser? Vont-ils se mobiliser pour arrêter cela? Parce qu'il est, comme je l'ai dit, en train de trahir la nation. Il trahit le peuple arménien et il trahit la démocratie. Donc toute idée selon laquelle, car même ses partisans disent des choses comme « plus il reste au pouvoir, plus l'Arménie est démocratique », ce qui est complètement ridicule. C'est exactement comme ces apologistes de Zelensky ou Maya Sandu, qui justifient leurs actions autocratiques par cette idée de soi-disant démocratie, mais ce n'est pas du tout démocratique. Pachinian, comme je l'ai dit, a trahi le principe de la démocratie, et nous voyons où cela a mené l'Arménie. Oui, d'accord, Arthur. Désolé. Si tu te souviens, nous avons parlé lors d'une de nos conversations de l'équilibre et de la balance, par opposition à la domination. Ce que nous voyons ici, c'est, encore une fois, le monde qui retourne à la guerre, à une lutte pour la domination. Et tout cela est le résultat de l'erreur tragique commise dans les années 90 d'exclure la Russie
de l'architecture de sécurité de l'Europe et d'élargir l'OTAN, condamnant des républiques comme la nôtre à être disputées et à faire partie d'une guerre de sphère d'influence. Et votre humble serviteur a précisément écrit ces choses en 1997 ou 1995. Je me souviens plus. J'ai dit tout d'abord qu'il y aurait une autre guerre, que le rideau de fer se déplacerait, que nous aurions une nouvelle division de l'Europe et que de petites républiques comme la nôtre deviendraient les victimes de cette nouvelle guerre. Et cela s'est produit. Et il est très facile de prévoir que lorsque vous repoussez la Russie hors d'Europe, vous allez créer une nouvelle division. Et alors des pays comme l'Ukraine vont s'épuiser à cause de cela. L'Arménie en a souffert. La Géorgie, l'Azerbaïdjan, notre voisin, a gagné, mais ils en ont quand même payé le prix. Voilà ce qui arrive lorsque les grandes puissances commencent à se disputer des sphères d'influence. Et quand les grandes puissances commencent-elles à se disputer des sphères d'influence? Lorsque vous avez cette lutte pour la domination mondiale. Tout cela est la responsabilité de ce camp fanatique qu'on appelle les néoconservateurs. Tout est de leur faute. Notre sang est sur leurs mains. Le sang ukrainien est sur leurs mains. Du sang géorgien, du sang azéri. Tout cela est le résultat de leur obsession ridicule pour l'idée de dominer le monde. Et cela est en train de prendre fin sous nos yeux. Oui, mais cela se termine par un crash horrible pour de très nombreux endroits, sauf pour ces néoconservateurs, qui sont très en sécurité, vivant à Washington ou à New York, faisant partie du monde des think tanks, et pensant qu'ils sont tellement intelligents lorsqu'ils parlent, vous savez, de la manière de diviser le Caucase, s'ils savent même où se trouvent réellement ces pays. C'est vraiment écœurant. De plus, quand on écoute des gens comme Ben Hodges et d'autres, qui parlent de ces endroits comme de simples dominos, et diabolisent ensuite la Russie, ils ne font en réalité que se projeter eux-mêmes, n'est-ce pas? On peut voir comment ils se perçoivent dans ce récit. Mais en tout cas, à propos de l'Arménie, ce qui est vraiment difficile à comprendre en ce moment, c'est comment l'Arménie et l'Azerbaïdjan aussi ont changé au cours des 10 ou 15 dernières années. Je veux dire, je n'avais pas remarqué que l'Arménie sous Pachinian était devenue aussi autodestructrice. Et il y a 30 ans, bien sûr, le Haut-Karabakh était tenu par l'armée arménienne, non? Ils avaient réussi à le conserver. D'un autre côté, il y a une enclave azerbaïdjanaise, évidemment. Je veux dire, il y a des enclaves des deux côtés. Aussi, vous savez, c'est l'un des problèmes qui était moins grave quand tout était encore à l'intérieur de la même Union soviétique, n'est-ce pas? Quand tout était dans le même système politique. Mais maintenant que c'est divisé, on a cette situation. Et cet équilibre des forces a changé. Comment cela s'est-il produit? Pietro, je vais te laisser partir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne veux pas. Beaucoup de choses, oui. Non, non, non. Je pense qu'une grande partie remonte à cette idée quand on parle du déséquilibre des pouvoirs. Que je veux dire, il y a eu, bien sûr, on pourrait dire que l'Azerbaïdjan, pendant de nombreuses années, cela remonte aux années 1990, lorsque l'Azerbaïdjan a vraiment conclu ce qu'ils appellent le contrat du siècle, où ils ont essentiellement fait venir des compagnies énergétiques occidentales en Azerbaïdjan pour exploiter les ressources énergétiques. Et ils ont commencé à développer des liens très forts avec l'Occident. Et aussi, en particulier, surtout à partir des années 2000, l'Azerbaïdjan a commencé à développer des liens avec le mouvement néoconservateur aux États-Unis. Harry a tissé des liens très étroits avec Israël, une alliance avec Israël, même dans l'optique d'utiliser l'Azerbaïdjan contre l'Iran. Voilà un peu l'histoire. Mais entre-temps, il y avait des inquiétudes en Arménie quant à leur capacité à conserver le Haut-Karabakh. Et en fait, je dois aussi apporter une légère correction. En effet,
L'armée arménienne soutenait le Haut-Karabakh, mais le Haut-Karabakh était sa propre république. Il avait son propre parlement, ses propres forces d'autodéfense, mais elles étaient soutenues par l'Arménie. C'est une distinction très importante à faire, car ce conflit n'est pas un conflit territorial. Il ne s'agit pas, disons, d'ambition territoriale de l'Arménie ou autre chose. Encore une fois, fondamentalement, il s'agit du droit à l'autodétermination des Arméniens du Karabakh pour décider de leur propre avenir. Ainsi, l'Arménie les soutenait, non seulement politiquement, mais aussi militairement à cet égard, même si elle n'a pas officiellement reconnu le Haut-Karabakh comme un État indépendant. Néanmoins, sous les précédentes administrations présidentielles d'Arménie, ou ce que les Arméniens appellent, comme Arthur vous le dirait, la Troisième République d'Arménie, car il y a eu une première république en 1918, puis une république soviétique, qui est la Deuxième République. Et maintenant nous sommes dans la Troisième République. Il existait cette idée qu'il fallait parvenir à un certain compromis. Il y avait d'ailleurs de très bonnes idées, surtout comparées à aujourd'hui. Par exemple, il y avait le plan Lavrov, selon lequel le Haut-Karabakh déterminerait essentiellement son propre avenir, avec les districts de Kelbajar et de Lachin, assurant une liaison terrestre avec l'Arménie. Il y avait donc toutes sortes d'idées différentes en jeu, potentiellement. Mais l'essentiel, c'est qu'une fois Pachinian arrivé au pouvoir, il a essentiellement décidé d'adopter une position très dure sur le Haut-Karabakh. Il a dit, vous savez, le Haut-Karabakh, c'est l'Arménie, l'Artsakh, c'est l'Arménie, et c'est tout. Mais je pense que, surtout avec le recul aujourd'hui, on peut voir que cela a presque été fait, on pourrait presque dire que ça a été fait, pour en quelque sorte provoquer ce conflit. Ainsi, cela donnerait à Pachinian une bonne excuse pour céder le Haut-Karabakh, l'Artsakh, d'une manière qui lui permettrait ensuite de blâmer les Russes. Et de cette façon, parce que si l'on remonte à sa profonde histoire, si l'on revient à la soi-disant histoire journalistique de Pachinian, si l'on regarde Haïkakan Zamanak, disons, qui est soi-disant journal, car est-ce vraiment de l'information? C'est une grande question. Si l'on revient au journalisme, aux États-Unis au tournant du siècle, c'est vraiment de cela qu'il s'agit. C'est ce genre d'information qu'il diffusait. Pachinian a toujours pensé que le Haut-Karabakh et les Arméniens d'Artsakh étaient essentiellement un fardeau. Peu importe leurs droits, peu importe leur liberté démocratique, ils sont un fardeau. Si on s'en débarrasse, alors on pourra profiter des avantages de l'Occident et tout ce qui va avec. C'est donc de cela qu'il s'agit réellement. Je crois qu'il y a eu un affaiblissement délibéré de l'Arménie. Et maintenant, ce processus se poursuit avec la répression de toute voix dissidente contre cette politique concernant la sécurité de l'Arménie au Haut-Karabakh, ainsi qu'avec le corridor de Zangezur. Car encore une fois, quand on parle du corridor de Zangezur, Pachinian disait bien sûr que nous n'allions pas faire de compromis là-dessus. Et maintenant, tout à coup, il est prêt à le céder pendant 89 ans aux États-Unis, au risque incroyable pour la sécurité de l'Arménie, surtout quand on considère la position de l'Iran à ce sujet, ainsi que celle de la Russie. J'ai une question. Je serai très bref, si vous le permettez. Bien sûr, Arthur. Vas-y, je t'en prie. Non, non, non. Vas-y, vas-y, s'il te plaît. Je vais essayer d'être très bref. Oui, comme l'a dit Pietro, l'Azerbaïdjan a utilisé ses ressources pétrolières et les contrats avec les entreprises occidentales pour renforcer son économie et son armée, et pour changer l'équilibre militaire, ce qui est parfaitement logique. L'Arménie avait remporté une victoire dans les années 90, mais n'a pas pu suivre le rythme. Et il y a eu beaucoup d'erreurs commises par les gouvernements précédents, c'est certain. Mais je pense que le facteur décisif, comme l'a dit Pietro, a été, encore une fois, ces centaines de millions de dollars affluant en Arménie depuis l'Occident, convainquant les gens. Voulez-vous une belle vie? Si vous voulez une vie occidentale agréable, douce,
une Dolce Vita, il faut se débarrasser des Russes, parce que les Russes sont mauvais. Les Russes sont corrompus. Bien sûr, nous ne sommes pas corrompus. Vous savez, nous élisons le président avec l'argent des donateurs, puis ils se tiennent derrière lui, les bras croisés comme ça, en disant « Je te possède ». En gros, le président américain. Peu importe. Donc si vous voulez une belle vie, il faut se débarrasser de la Russie. Comment se débarrasser de la Russie? Il faut abandonner cette enclave. Parce que tant que vous avez cette enclave, la Russie vous tient en laisse. Donc il faut l'abandonner. Et cette propagande dure depuis de nombreuses années. Vous voulez une belle vie? Alors vous devriez capituler. C'est ce que l'Occident a fait à l'Arménie. Pietro a tout à fait raison. J'ai toujours été partisan d'une solution de compromis où les Azerbaïdjanais pourraient retourner dans leur village, les Arméniens dans les leurs. Il y a eu de nombreuses propositions pour résoudre cela de manière pacifique. Mais je suis d'accord avec Pietro. Il a provoqué cette guerre, puis il n'a même pas mobilisé l'armée délibérément pendant la guerre. Il nous a menés délibérément à cette défaite, puis il a abandonné cette région. Encore une fois, tout cela relevait de l'argumentation occidentale. Parmi les personnes qui ont poussé l'Arménie dans cette direction, il y avait le chef du MI6, qui a eu plusieurs réunions avec lui, lui disant « Voulez-vous faire partie de l'Occident? Vous devez abandonner cette enclave et vous devez chasser la Russie de cette région. Ensuite, nous vous donnerons une récompense. » Et maintenant, il ne nous donne même pas cela. Mais pour conclure, si vous voulez parler de cela à l'échelle mondiale, pourquoi cela se produit-il? 1789, c'est la Révolution française. C'est l'ère du nationalisme. Lorsqu'on a une région où les groupes ethniques sont mélangés et qu'on avance l'idée que chaque groupe ethnique devrait avoir un État ou qu'un État devrait être fondé sur un groupe ethnique, c'est en fait du nationalisme ethnique. Quand vous proposez cette idée, c'est en fait un appel ouvert au meurtre. Vous avez donc les groupes A, B, C et D qui vivent ensemble sur un certain territoire. Et puis vous dites, très bien, chaque groupe peut avoir son propre État. Ils vont donc littéralement s'entretuer. Et c'est ce qui s'est passé entre nous et nos voisins. Nous avons vécu paisiblement en Union soviétique pendant 70 ans. Comme Pietro l'a dit, il y avait de bonnes choses dans l'Union soviétique. Nous l'avons aussi mentionné. L'une des bonnes choses, c'est que nous vivions en paix et en harmonie totale avec nos voisins. Nous avions des amis azéris. Les Azéris avaient de très nombreux amis arméniens. Des centaines de milliers de personnes vivaient paisiblement dans les deux républiques. Mais à l'échelle mondiale, c'est le résultat de l'idée du nationalisme ethnique introduite dans une région ethniquement diverse. Oui, c'est absolument toxique. Et bien sûr, tout ce que représente Israël, pardon, laissez-moi juste une chose. Tout ce que représente Israël, c'est bien sûr ce nationalisme sioniste extrême, n'est-ce pas? Et l'ethno-nationalisme. Et on voit comment cela est alimenté encore et encore. Et on voit comment ces forces ont fait exploser la Yougoslavie dans une guerre très sanglante entre des peuples serbes et croates, qui vivaient non seulement, vous savez, dans des villages voisins, mais littéralement porte à porte. Et ils y sont restés sans problème pendant de très nombreuses décennies, voire des centaines d'années, jusqu'à ce que cela ne soit plus le cas. Et aujourd'hui, cette situation est attisée. J'ai deux questions, mais je vais d'abord laisser la parole à Pietro juste après cela. Comment cet homme, Pachinian, a-t-il été élu et comment a-t-il acquis du pouvoir au départ? Et ensuite, ce traité, je veux dire s'il s'agit bien d'un traité qu'ils ont signé à Washington. Et je ne sais pas, car je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas le lire. Je ne l'ai pas lu. Je me demande si toi tu l'as lu. S'il s'agit d'un traité, alors il devrait bien sûr passer par le Parlement pour être ratifié. La simple signature d'un président ou d'un premier ministre ne signifie pas grand-chose. Peut-être peux-tu en parler, mais Pietro d'abord.
Maybe you can speak to that, but Pietro first. Okay, so first a few things. D'accord. Donc tout d'abord quelques points. Oui, ce genre d'hyper-ethno-nationalisme est bien sûr très destructeur, mais il ne faut pas exclure qu'il est bon d'avoir un certain degré de fierté nationale. En Union soviétique, il y avait une sorte d'équilibre qu'il prônait. C'est bien connu parce que j'ai étudié l'armée soviétique dans l'histoire et pendant la période d'après-guerre, et surtout la pensée, qu'en 1954, Anastas Mikoyan, un célèbre homme d'État arménien soviétique, s'est rendu à Erevan et a appelé à la réhabilitation du poète Yegiche Charance, victime des répressions staliniennes. Mais il a aussi déclaré que nous devions rejeter à la fois le chauvinisme national et le nihilisme national. Donc oui, bien sûr, nous devons absolument rejeter ce type de nationalisme qui est chauvin, agressif, qui exclut la possibilité de vivre ensemble en paix. Et je suppose qu'on pourrait dire mais aussi en même temps, il est important d'accepter les différences et d'embrasser les différentes cultures nationales. Et il est normal d'être fier d'être, disons, arménien, mais encore une fois, pas de façon extrême. Et c'est justement là le problème. Même si les Arméniens ont cette réputation d'être, je suppose, très nationalistes, surtout en Occident, dans les milieux académiques occidentaux, en réalité, dans le Caucase, ils ne sont pas aussi nationalistes que, par exemple, en Azerbaïdjan. Ou même si l'on regarde la Géorgie dans les années 1990 avec Zviad Gamsakhurdia. Il avait toute une vision d'une Géorgie pour les Géorgiens. Or, la Géorgie était un pays très multiethnique. Il y avait des Ossètes, des Arméniens, des Abkhazes, différentes nationalités, des Azerbaïdjanais. Mais Gamsakhurdia a essentiellement déclaré que vous étiez tous, vous savez, des intrus, et que vous deviez tous partir. Et ce genre de mentalité n'est en aucun cas démocratique ou positive. On peut même voir l'hypocrisie de l'Occident lorsqu'ils disent des choses comme « Oh oui, nous soutenons les droits démocratiques et les soi-disant valeurs européennes, quelles qu'elles soient. » Et en même temps, ils soutiennent ce pétro-État à Bakou qui encourage ce chauvinisme ethnique toxique, effaçant en réalité les souvenirs d'Arméniens et d'Azerbaïdjanais qui s'entendaient bien à l'époque soviétique. La moitié du travail, Pascal, lorsqu'on examine une question comme le Haut-Karabakh ou le conflit global entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ce n'est pas seulement la paix entre les États ou entre les présidents, mais la paix entre les sociétés. Comment rétablir les relations entre Azerbaïdjanais et Arméniens en tant que peuple, n'est-ce pas? On ne peut pas simplement imposer un accord et s'attendre à ce que toute la région devienne stable. Il doit y avoir un processus de réconciliation entre ces peuples, entre ces sociétés. Pachinian néglige complètement cet aspect. Heureusement, on peut dire que l'événement auquel nous avons assisté récemment à Washington était une déclaration, ce n'était pas un traité de paix. Encore une fois, comme vous le dites, cela devrait être ratifié par le Parlement. Il faudrait suivre toute une procédure, mais ce n'était qu'une déclaration. Et une partie du défi auquel Pachinian est confronté, c'est qu'Aliyev, en plus d'exiger le soi-disant corridor de Zangezur, en plus de réclamer ce type de territoire à travers le Syunik, exige également des modifications de la constitution arménienne. Cela rend l'Arménie unique. Même les symboles nationaux, comme le mont Ararat, en plus, bien sûr, de ce que je dis concernant la constitution, le mont Ararat, même la discussion sur le génocide arménien de 1915, tout cela, Pachinian est désormais prêt à le sacrifier au nom du soi-disant bon vivre. Et nous voyons des demandes visant à supprimer ces éléments de la Constitution, à retirer les symboles nationaux et toute mention du génocide arménien de la Constitution. C'est la Brain Thing. Eh bien, il veut, en gros, oui, absolument.
Et aussi maintenant, avec cela, il y a ce genre de revendication. Je veux dire, en gros, il y a des références au Haut-Karabakh dans la Constitution. Et c'est justement quelque chose qu'Aliyev est vraiment désireux d'enterrer. Ce qui est ironique, c'est que le gouvernement arménien sous Pachinian est lui aussi très désireux d'enterrer complètement cette question du Haut-Karabakh. Et d'ailleurs, je devrais aussi le dire, quand on voit quelqu'un comme le chef du MI6 conseiller le gouvernement arménien sur ces questions, c'est très très intéressant, parce que c'était les Britanniques. It's very interesting because it was the British, actually, when we look back into the annals of history during the En réalité, si l'on se penche sur les annales de l'histoire pendant la guerre civile russe, ce sont en grande partie les Britanniques qui ont été responsables de la question du Haut-Karabakh. Car les Arméniens étaient sur le point de s'emparer du Haut-Karabakh dans ce conflit avec l'Azerbaïdjan. Et ce sont les Britanniques qui ont dit au général arménien Andranik d'arrêter, que la question serait résolue lors de la conférence de la paix de Paris et que tout irait bien. Finalement, ce qu'ils ont fait, c'est attribuer le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan à ce moment-là. Et cela a contribué à créer les conditions qui ont permis aux bolcheviks d'entrer dans la région. Cela a en quelque sorte favorisé l'émergence du Haut-Karabakh en tant qu'oblast autonome ou autogéré de l'Azerbaïdjan à l'époque soviétique. Bref, c'est une histoire compliquée et bien sûr une situation complexe. Mais je pense que ce soi-disant effort visant à imposer une paix qui soutient les ambitions géopolitiques, disons, des faucons néoconservateurs, ne mènera à rien du bien. Si je peux me permettre d'aborder rapidement ce point, puis je répondrai à votre question. Je pense qu'il ne s'agit même plus du Karabakh. Nous avons été témoins du nettoyage ethnique des Arméniens, et le monde reste complètement silencieux. Personne n'en parle. La soi-disant responsabilité de protéger, proclamée en 2005, s'est révélée lettre morte, comme nous nous y attendions tous. Nous ne sommes même pas des Kosovars. Personne ne s'en soucie vraiment. Ils détruisent des églises. Ils ont effacé tout le patrimoine arménien du Karabakh. Personne ne s'en soucie vraiment. C'est donc un autre cas de nettoyage ethnique où malheureusement, il n'y avait aucun intérêt des grandes puissances en jeu. C'est pourquoi cela a été accepté. Mais pour répondre à votre question, Pascal, comment a-t-il été élu? Vous vous souvenez de l'épisode où l'Occident et l'Ukraine ont infiltré des drones? Ils ont envoyé des drones sur le territoire russe et les ont soudainement lancés, frappant les bombardiers nucléaires sur les aéroports russes, ce qui était incroyablement dangereux et incroyablement provocateur. C'est en gros comme ça qu'il a été élu. Ce que vous faites, c'est infiltrer un pays avec des centaines d'ONG, former des centaines et des centaines de journalistes et leur verser des millions de dollars. Et puis, étonnamment, ils commencent à soutenir votre point de vue. Ensuite, vous mobilisez cette armée de mercenaires médiatiques au moment où vous en avez besoin. Ce type était connu pour accepter des pots de vin de personnes afin de ne pas les embarrasser. Il les faisait chanter. Il disait, vous savez, si vous ne me donnez pas d'argent, je vais leur parler de votre femme, ou quelque chose dans ce genre. Voilà le personnage. Comment a-t-il été élu? Il a reçu des conseils très avisés de l'Occident. On l'a littéralement déguisé en Jésus. Il se promenait en montrant à tout le monde son poignet blessé. Il y avait un peu de sang sur un petit plâtre. Il avait un plâtre à la main et quelque chose y était écrit avec du sang. Il bénéficiait de conseils extrêmement sophistiqués de la part de ses amis occidentaux sur la façon de faire semblant d'être une victime, de faire semblant d'être Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont mobilisé cette armée de journalistes, Radio Liberty, CivilNet, la télévision d'État. Ils envoyaient tous des messages en même temps, exactement comme ils m'ont attaqué. C'était bien coordonné, des messages simultanés. Tout le monde est dans la rue. C'est une révolution de velours. Descendez dans la rue. Débarrassez-vous de l'ancien gouvernement. Bien sûr,
l'ancien gouvernement a commis des erreurs. Ils ont utilisé la corruption d'ailleurs, comme l'un des moyens d'y parvenir. Organisant des coups d'État, utilisant la corruption comme si nous n'avions pas de corruption en Europe ou aux États-Unis. Donc cette armée de mercenaires a été mobilisée à un moment décisif, tout comme ils ont envoyé des drones en Russie pour frapper des bombardiers russes. C'est ainsi qu'il a été élu. C'était une vaste campagne de relations publiques sponsorisée par l'Occident. Désolé, pouvez-vous me donner le contexte? Parce que je suis désolé, je ne connais que l'histoire de cela. Pouvez-vous me dire quand cela s'est produit? Et c'était un moment à la Maïdan ou quoi? Oui. Oh oui. Oh oui. Les points, les données? Je serai très bref, mais Pietro pourra aussi m'aider à ce sujet. En avril 2018, il a marché d'une ville arménienne à une autre avec 10 personnes et un chien. Et il a été filmé pendant qu'il faisait cela. C'était comme une grande opération de relations publiques. Il a été filmé traversant l'Arménie, essayant de mettre en scène une révolution. Il y avait environ 15 personnes avec lui. Et quand ils sont arrivés dans la capitale, je les ai regardés et je me suis dit, ces pauvres gens, ils vont se faire tabasser parce qu'ils n'étaient que 15 assis sur un banc. Et puis soudain, toutes ces chaînes médiatiques, financées par l'Occident, ont commencé à diffuser des messages sur cette révolution de velours. Tout le monde descendait dans la rue. Ils montraient ça en direct, vous savez, depuis différents endroits. Des jeunes bloquant la circulation. Assez de corruption. Assez de tout ça. D'ailleurs, il continue la corruption, tout comme le président précédent. Il place maintenant ses propres proches, ses amis, et les proches de ses amis, et il gagne des millions de dollars maintenant. Donc la corruption n'a pas disparu. Voilà comment ça s'est passé. Pietro, vas-y. Je suis sûr que tu as une meilleure mémoire que moi. Parce que ma question est la suivante. Le gouvernement précédent a été élu démocratiquement, n'est-ce pas? Il a été élu démocratiquement. Ensuite, il est arrivé en 2018, et puis le gouvernement est effectivement parti. Je veux dire, parce que je ne m'en souviens pas. Désolé. Le gouvernement a cédé parce que le dirigeant a dit « Vous savez quoi? Ça n'en vaut pas la peine. Je ne veux pas verser de sang. » C'est ce qu'il a dit. « Je ne veux pas verser de sang. Donc je vais céder. Prenez le pouvoir. Vous avez raison. J'ai tort. Faites-le. » Il a en gros transmis le pouvoir pacifiquement. Et cet homme qui parlait de la révolution de velours et de démocratie est maintenant en train de frapper, d'arrêter, de harceler et de tuer des personnes qui s'opposent à son pouvoir, avec l'aide d'ONG démocratiques, d'ambassades démocratiques et d'organisations occidentales démocratiques. Avec leur aide, il a maintenant, en gros, tué quelqu'un en prison devant tout le monde, et l'Occident soutient cela. C'est écœurant. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est nauséabond. Pietro, à toi. Je voudrais aussi dire autre chose à propos de cette soi-disant révolution de 2018. Révolution entre guillemets, on peut le dire. Ce qui m'a frappé tout d'abord, c'est qu'elle évoquait beaucoup l'Italie de 1922. Donc, vous savez, Arthur a mentionné la Dolce Vita. Il y a beaucoup de points communs, en quelque sorte, entre les Arméniens et les Italiens, n'est-ce pas? On pourrait dire ça. Je veux dire, nous sommes tous deux des civilisations anciennes. Cela remonte loin dans l'histoire. Mais en 1922, il y avait ce monsieur nommé Benito Mussolini. Et en gros, il avait ses chemises noires dans la rue. Et qu'ont-ils fait? Ils ont encerclé le Parlement et fait pression sur le gouvernement, ils ont fait pression sur le roi pour que Benito Mussolini devienne le premier ministre de l'Italie. Exactement. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Arménie. Il y avait d'énormes foules. Et au départ, la revendication de la foule menée par Pachinian était simplement de mettre le président Serge Sargsyan face à ses responsabilités. Il avait promis de ne pas devenir Premier ministre lorsqu'il avait modifié la Constitution. Mais maintenant, il dit qu'il veut devenir Premier ministre, et tout cela.
Donc on peut comprendre cet objectif. Mais soudainement, l'objectif est devenu « Nous voulons que Nicole Pachinian soit Premier ministre ». N'est-ce pas? Il n'y a donc pas eu d'élection. C'était simplement la demande de la rue pour forcer le Parlement à le nommer Premier ministre. Cela ne semble pas très démocratique, n'est-ce pas? On peut donc voir, dès le premier jour, que ce n'était pas une opération démocratique. Un autre point que je souhaite mentionner, c'est que, comme le dit Arthur, la coordination ne se faisait pas seulement entre les médias des ONG en Arménie, mais aussi avec les médias occidentaux en général. Soudainement, tout le monde, l'interrupteur s'est allumé, et ils ont reçu le message que c'était quelque chose à célébrer. C'était un grand mouvement démocratique de l'Arménie vers la démocratie, quittant l'autocratie. Et l'ironie, bien sûr, c'est que les gouvernements précédents, aussi imparfaits qu'ils aient été, et encore une fois, je ne cherche à excuser personne, car il y avait évidemment de très graves défauts dans les gouvernements précédents. Mais l'idée qu'ils étaient des autocraties est vraiment assez ridicule, surtout en comparaison avec aujourd'hui, car l'Arménie n'a jamais été, depuis l'ère post-soviétique, dans une position aussi autocratique que sous Nicole Pachinian. L'autre chose intéressante, c'est qu'il y avait des gens sur les réseaux sociaux, j'en faisais d'ailleurs partie, qui disaient « Regardez qui soutient Nicole Pachinian. Ce sont surtout des cols blancs, des bourgeois, des personnes issues du milieu des ONG. » Mais ensuite, une fois que cette critique a émergé, ils ont compris le message et ont commencé à adapter leur discours aux régions, aux personnes qui étaient les soi-disant perdants de la transition des années 1990, lorsque le capitalisme du choc thérapeutique s'est installé dans l'espace post-soviétique. Des personnes qui ont perdu leur emploi, qui avaient un moyen de subsistance dans les régions d'Arménie. Et Pachinian a manipulé ces sentiments. Il a utilisé ces techniques populistes pour dire en gros « Je vais vous aider, je vais vous sortir de la pauvreté, je vais améliorer votre vie, nous allons vivre la belle vie et tout le reste. » Aujourd'hui, quand on va dans les régions, on voit des villages qui se vident. On voit des gens désespérés face à leur situation actuelle. Voilà la réalité de l'Arménie. C'est ce qu'est devenu l'Arménie. C'est la réalité aujourd'hui. Et ce qui est aussi ironique, c'est que Pachinian, je voudrais juste ajouter une dernière chose. Quand il se comporte comme Mahatma Gandhi ou Jésus-Christ, vous savez, marchant d'une ville arménienne à une autre, c'est pas seulement ça. Je veux dire, il s'est aussi laissé pousser la barbe. Et avec cette main bandée, en plus il portait des treillis militaires. Il essayait d'incarner l'image de ce héros américano-arménien de la première guerre du Haut-Karabakh dans les années 1990, Monte Melkonian. Donc il essayait de s'approprier les sentiments nationaux et nationalistes en Arménie pour montrer que, regardez, je suis un patriote, je suis un grand héros et vous devriez vous incliner devant moi, ce genre de choses. Il se faisait donc passer pour Monte Melkonian. Il se faisait passer pour un grand héros de l'Arménie. Mais comme on peut le voir, la réalité est en train de le rattraper. Je veux dire, nous savons que l'Occident est capable de transformer un chef d'Al-Qaïda ou d'Al-Nosra avec une prime de 10 millions de dollars sur sa tête en président de la Syrie. Nous savons qu'ils peuvent faire cela du jour au lendemain. Il suffit qu'ils mettent un costume. Mais je dois poser des questions sur Pachinian, car normalement, dans les démocraties parlementaires, le chef du plus grand parti, celui qui remporte la majorité des voix, devient Premier ministre s'il a plus de 50% au Parlement. Mais Pachinian est en fait arrivé au pouvoir sans... Était-il au moins le chef d'un des partis politiques? Avait-il déjà une expérience politique auparavant? Et est-il aujourd'hui réellement chef de parti? Et l'Arménie a-t-elle organisé des élections depuis 2018? Existe-t-il une base électorale qui le soutient? J'applaudis votre analogie.
Je pense aussi que lorsqu'on a un ancien chef d'Al-Qaïda qui tuait des gens en direct, leur arrachait le cœur, et qu'il est reçu par Madame von der Leyen, peu importe son nom, et à la Maison-Blanche à Washington, D.C., pour parler de démocratie, de droits de l'homme et de droit international, c'est une blague. On en a déjà parlé. Nous avons un nouveau phénomène en théorie des relations internationales, les terroristes démocratiques. Nous avons maintenant un parti de terroristes libéraux-démocrates qui arrive au pouvoir, ou des terroristes réformés. C'est tout simplement indicible. Je veux dire, ce type n'était pas un terroriste. Avait-il un parti politique? Oui, le soi-disant contrat civil. Pietro se souviendra mieux de la date de leur formation. Mais je pense qu'au moment où ils sont arrivés au pouvoir, ils avaient déjà ce groupe, encore une fois, entièrement financé par des bailleurs de fonds occidentaux. Et comme l'a dit Pietro, c'était un coup de communication très bien orchestré. C'était le Maïdan. C'était le Maïdan arménien. À la seule différence près que nous ne représentons même pas 10% de l'Ukraine en termes de population ou de ressources. Et d'ailleurs, toute ma compassion va au peuple ukrainien, qui a été manipulé et utilisé de manière aussi cynique. On a tenté d'exploiter leur désir de rejoindre l'Europe, d'utiliser l'Ukraine, comme le dit le professeur Mearsheimer, comme un rempart contre la Russie. Et maintenant, les chiffres sont stupéfiants. Certains parlent même de 1 700 000 morts. Ce sont des chiffres dignes de la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas de mots pour cela. Mentir à une nation entière, puis lui dire que, au fait, on plaisantait à propos de l'OTAN. Désolé, on vous a trompé. Et l'Europe? Eh bien, on ne sait pas. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20. On verra ce qu'il restera de l'Ukraine. C'est tellement cynique. C'est indicible. L'Arménie n'est pas aussi importante. Nous sommes une toute petite république oubliée de Dieu. Bref, je te rends la parole, Pietro. Eh bien, je voulais juste dire que, tu sais, si tu veux vraiment en apprendre plus sur ce sujet, Pascal, tu devrais lire Le Grand Échiquier de Zbigniew Brzezinski, parce qu'une grande partie de tout cela y est déjà exposée. Je veux dire, pour comprendre ce fameux corridor central, ou l'importance de l'Azerbaïdjan, sa position géopolitique, l'importance de l'Ukraine, tu sais, c'est ça le gros enjeu. C'est en grande partie une question d'affaiblir l'Arménie pour accéder à ce corridor central. Beaucoup de ces éléments se trouvent dans ce livre, en fait, si tu te penches sur toute cette histoire. Mais malgré tout, je voulais juste dire ceci à propos de Pachinian. Pachinian ressemblait beaucoup, en quelque sorte, à Alexei Navalny, ou à l'un de ces leaders qui, en réalité, ne bénéficiaient pas d'un soutien populaire significatif en Arménie. Il n'aurait jamais pu gagner une élection facilement avant la soi-disant révolution. Les gens étaient très sceptiques à l'égard de Nikol Pachinian, même au sein de l'opposition arménienne elle-même, ou de l'opposition de l'époque. Il a donc utilisé la soi-disant révolution pour se propulser au pouvoir. Par la suite, des élections ont été organisées après son arrivée au pouvoir, une fois qu'il est devenu Premier ministre. Et bien sûr, ce sont des élections qui sont, vous savez, soumises aux ressources administratives. Et cela arrive aussi un peu dans le sillage de ce qu'on appelle le moment euphorique du... Parce qu'encore une fois, c'est comme le Maïdan. Je veux dire, c'est l'un de ces événements qui sont présentés pour donner aux gens une impression positive, pour leur faire croire que nous avons accompli quelque chose de grand. Nous sommes contre le gouvernement corrompu et blablabla. Tout ça. Mais même à ce moment-là, je peux aussi dire, Pascal, qu'il y avait une montée progressive avant ces événements de 2018. Il y a eu les « oh là là », les manifestations du parc Mashtot. Arthur peut, vous savez, s'en souvenir. Je veux dire, il s'en souvient probablement, j'en suis sûr. Oui, je me souviens. Il y a eu des manifestations, les manifestations électriques Yerevan, etc. Oui. Afi Hovhannissian, il y avait différentes personnes comme cela qui, en quelque sorte, ont précédé Nikol Pachinian.
Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'était une montée progressive. Mais l'arrivée au pouvoir de Pachinian, c'était quelqu'un qui n'avait pas un soutien significatif en Arménie. Et le fait est que toute cette révolution a été mise en scène. C'est comme fabriquer le consentement. C'était une révolution orchestrée. Et c'était en quelque sorte une façon de faire une révolution de couleur sans couleur, parce que ce qu'ils essayaient de dire, c'est que oui, cette révolution, elle n'est pas dirigée contre la Russie. Vous savez, il n'y a pas de contexte géopolitique. C'est une citation directe d'ailleurs. Aucun contexte géopolitique. Ils ont fait la même chose. Tikhanovskaya a fait la même chose en Biélorussie, en disant c'est pas contre vous la Russie, et ainsi de suite. Et bien sûr, cela s'est terminé de manière très différente en Biélorussie. Mais il y a eu cet effort pour essayer de présenter cela comme une sorte de révolution de couleur soi-disant incolore, sans contexte géopolitique. Et c'était, je pense, la plus grande tromperie de toutes, si l'on peut dire cela. Donc maintenant, encore une fois, la réalité revient en force. Il existe des menaces géopolitiques très sérieuses qui pèsent sur la Russie et l'Iran dans la région. Et la Russie et l'Iran ne vont pas rester les bras croisés. Voilà. Pour résumer en une phrase, ce que nous avons maintenant, comme l'a dit Pietro, c'est une énorme opération de relations publiques, une immense opération et mise en scène médiatique, en utilisant quelqu'un qui n'avait absolument aucun soutien, aucune légitimité, qui n'était pas un homme politique. Il n'a même pas pu obtenir son diplôme universitaire. Il a abandonné après la première année. Il n'a même pas pu terminer ses études. Donc, c'était une grande opération de communication. Pour résumer, nous avons quelqu'un qui arrive au pouvoir en 2018 en disant « Je vous aime, je vous vénère, vous êtes le peuple fier d'Arménie, nous allons avoir 3 millions de premiers ministres ici et je vous consulterai sur tout ce que je ferai. » Il l'a dit et je l'ai entendu car j'étais là. Et qu'avons-nous? Des négociations secrètes dans notre dos, la reddition du Haut-Karabakh, la reddition de Megri, des répressions politiques massives. Et maintenant, nous avons quelqu'un qui dit « L'État, c'est moi ». Nous avons un nouveau Louis XIV en Arménie. Il affirme qu'il n'y aura aucun juge en Arménie qui osera aller à l'encontre de sa volonté. Et il n'y aura personne dans ce gouvernement qui osera aller à l'encontre de sa volonté, car il les renverra d'un simple geste. Et il le fait. Il a même limogé le chef du KGB arménien. Nous avons donc ce tyran qui est arrivé au pouvoir il y a 7 ans, avec le soutien de l'Occident, promettant honteusement la démocratie. Et il nous a ramenés dans les années 1930 de Staline. Comment gouverne-t-il? Parce que dans une démocratie parlementaire, il faut une majorité au Parlement pour vous soutenir. Sinon, vous tombez. Alors comment fonctionne l'arithmétique parlementaire? Pourquoi cela joue-t-il en sa faveur? Pourquoi personne ne l'a-t-il encore chassé de son foutu siège? Je pense que je peux répondre à cela parce que, oui, en 2018, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait essentiellement, enfin, encore une fois, il avait le pouvoir de la rue et il a pu utiliser ce pouvoir pour gagner les élections et les gagner de façon écrasante, avec une sorte de super majorité. Donc maintenant, en gros, le Parlement, je veux dire, depuis qu'il a été élu initialement puis réélu en 2021, même après la défaite au Haut-Karabakh, on se retrouve avec un Parlement où, oui, il y a une opposition assez significative, mais pas suffisamment forte pour représenter un véritable défi fondamental. On a donc en quelque sorte un Parlement fantoche en réalité qui s'est développé sous l'égide du soi-disant Parti du contrat civil, qui est d'ailleurs même le nom Parti du contrat civil est une blague parce que ce n'est pas, enfin, il ne se soucie pas des citoyens. Ils ne s'intéressent pas à leurs droits démocratiques. Ils ne se sont certainement pas intéressés aux droits des Arméniens d'Artsakh, et les prochains sur la liste seront probablement les habitants du Syunik, puis peut-être ceux de,
je ne sais pas, Tavush ou autre. Et ça va simplement continuer comme ça. Donc, oui, en fait, le fond du problème, c'est qu'il a utilisé l'appareil des ressources pour faire élire son parti et obtenir une supermajorité. Et maintenant, c'est exactement comme le dit Arthur, l'État, c'est moi. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est une citation exacte. Et on dirait qu'il sort de France, je veux dire, si on remonte loin dans l'histoire là-bas. Mais c'est vrai, il l'a dit. Il l'a vraiment dit. But it's true. He said this. He actually said. He rules using the massive propaganda. Il gouverne en utilisant l'énorme machine de propagande qui lui a été donnée et financée par l'Occident. Il travaille avec lui au quotidien, depuis l'Amérique, l'Angleterre, l'Europe. Il l'appelle, ils lui disent quoi faire, quoi dire, et il lui envoie de l'argent pour qu'il puisse activer cette machine d'hypnose. Et il ne cesse de répéter à notre peuple, c'est une bonne chose de se rendre. Abandonnez. Nous allons vivre en paix. Abandonnez ceci. Abandonnez cela. Rendez-vous ici. Qui se soucie des Arméniens du Karabakh? C'est du passé. Il faut s'en débarrasser. Il ne fait cela que parce qu'il dispose de cette énorme machine, cette immense machine de propagande sponsorisée par l'Occident. Que cela serve de leçon à tous ceux qui croient qu'un homme merveilleux va venir de l'Occident avec de l'argent occidental pour transformer leur pays en démocratie. Qu'en penses-tu, Pietro? Tu es l'historien. Méfiez-vous des Troyens qui apportent des cadeaux, ou méfiez-vous des Grecs qui apportent des cadeaux. Peu importe. Quiconque apporte des cadeaux en vous promettant monts et merveilles. Méfiez-vous des Grecs. Oui, c'est le même concept. Oui, soyez simplement très prudents. Eh bien, c'est un cheval de Troie, grec. C'est un cheval de Troie. Soyez très prudents. C'est juste. D'accord. Merci. Car cela explique maintenant pourquoi il réprime. Parce que maintenant, les fissures dans la société deviennent évidentes et la cause non nationale de sa politique devient évidente. Par conséquent, il faut maintenant éliminer les voix de l'opposition. Car ces voix pourraient bien sûr essayer de faire quelque chose qu'il a fait en 2018, n'est-ce pas? Il pourrait essayer. Et il faut s'assurer que cela n'arrive jamais. Par conséquent, il faut éliminer les autres centres potentiels de rivalité, y compris, et surtout, l'Église, qui a beaucoup de poids. Donc, on les élimine afin d'imposer jusqu'à ce qu'on ait le fait accompli, probablement, c'est-à-dire la trahison complète de la nation arménienne, je suppose, car c'est ce qui est actuellement dans leur intérêt. Je pense que nous sommes en train de nous diriger vers l'intégration et de perdre notre souveraineté. Oui. Aussi, vous savez, c'est assez intéressant de voir à quel point le schéma occidental est vraiment, je veux dire, il est tellement prévisible. Parce qu'encore une fois, quand Pachinian est arrivé au pouvoir, il est un peu arrivé comme une sorte de fusion intéressante entre Jésus-Christ et Che Guevara. Et une image similaire a été créée pour Volodymyr Zelensky. Je veux dire, si l'on regarde Zelensky en Ukraine, on peut voir essentiellement ce même type d'image. Le leader révolutionnaire et déterminé a également été projeté sur Zelensky, jusqu'au point où il s'est laissé pousser la barbe. Exactement. C'est exactement la même stratégie qui se répète encore et encore. Et aussi en ce qui concerne l'autoritarisme, en ce qui concerne, même, je veux dire, en ce qui concerne ce type de comportement autocratique, on le voit avec Maya Sandu en Moldavie. Elle fait exactement la même chose. Et vous savez, elle reçoit l'aval sans réserve de von der Leyen et de ses collègues de l'UME Oboe. Donc oui. C'est absolument incroyable, c'est vraiment extraordinaire. Et puis les personnages qu'ils trouvent, encore une fois, un chef d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra, un coupeur de tête, un acteur qui a littéralement joué le rôle du président ukrainien, un journaliste de tabloïd. Et ça, alors, c'est la démocratie. Quand ces gens restent au pouvoir pour toujours, ça alors c'est la démocratie. C'est... C'est là qu'intervient FDR. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à propos de Somoza.
C'est un salaud, mais c'est notre salaud. Il y a eu 1953 en Iran, le coup d'État organisé par le Royaume-Uni et l'Amérique contre un Premier ministre démocratiquement élu. Il y a eu Salvador Allende, qui a été tué avec l'aide de la CIA au Chili. Il y a eu l'opération Condor. Il y a eu beaucoup de choses ignobles. Je veux dire, tous les empires font des choses ignobles. Ce ne sont pas seulement les Américains ou les Britanniques, mais ils doivent assumer ce qu'ils ont fait à l'Arménie. Nous sommes sur le point de peut-être perdre notre statut d'État, parce que nous sommes devenus une carte dans les mains des grandes puissances dans cette guerre pour une sphère d'influence dans le Caucase. Quelle tragédie! Aussi, pour ajouter quelque chose, quand on parle du renversement d'Allende ou de Mossadegh en Iran en 1953, c'était l'ancienne manière de faire les choses, n'est-ce pas? Eh bien, la nouvelle manière de faire, c'est de prendre un journaliste, de l'habiller en chef révolutionnaire et de faire organiser une soi-disant révolution par une ONG. C'est comme ça qu'on fait des coups d'État au XXIe siècle. Excellent point. Excellent. Mais les objectifs restent sensiblement les mêmes. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, il est nécessaire d'avoir le contrôle sur le financement de vos ONG, tout comme la Géorgie l'a fait. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, il faut s'assurer que l'argent étranger n'achète pas vos ressources locales. C'est une prise de conscience très triste. Mais Arthur et Pietro, je tiens à vous remercier. Nous devrons en reparler. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur en Arménie. Et j'espère, Arthur, que vous souhaitez en Arménie. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter? Si je finis en prison, j'écrirai simplement des lettres pour toi, Pascal, et tu pourras les diffuser. Pietro pourra les lire pour toi. Je plaisante. Je plaisante. C'était une blague. Non, ce n'est pas une blague. C'est bel et bien envisagé. Je veux juste dire ceci. Il y a tout de même un aspect positif, c'est que les Arméniens vont résister à cela. Ils le feront, comme toute nation, ils ont leurs limites. Il y a une limite à ce qu'ils peuvent supporter. Et donc, à un moment donné, je veux dire Pachinian, s'il y a une constante dans l'histoire que nous connaissons, c'est qu'il y a du changement. Donc, il ne sera pas là pour toujours. Voilà. Mais pour l'instant, il a déjà causé beaucoup de dégâts. Et s'il reste plus longtemps pour l'Arménie, ce sera une catastrophe. Espérons qu'un changement positif arrivera bientôt. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Pascal.